Chaque fois qu'il y a un épisode marqué par une hausse inflationniste, qui se traduit en règle générale par une perte de pouvoir d'achat des ménages au sein des différents pays autour de la planète et au cours des différentes périodes dans l'histoire, le pouvoir politique a la fâcheuse manie de réagir de manière extrêmement similaire, peu importe l'époque et ou le pays concerné. D'une part, il trouve toujours un bouc émissaire, c'est-à-dire quelqu'un à tenir pour responsable de l'inflation, malgré le fait que pratiquement tous les épisodes inflationnistes que l'humanité a pu connaître au cours de l'histoire ont été directement ou indirectement la faute des décisions du pouvoir politique lui-même, et d'autre part, les mesures que ces derniers cherchent à adopter afin de lutter contre les augmentations de prix est également incroyablement similaire, peu importe la période que l'on choisit d'étudier. Aussi, après avoir accusé Poutine et le conflit en Ukraine d'être responsables de l'inflation, désormais, et depuis maintenant quelques semaines voire plusieurs mois, de plus en plus de personnes, de personnalités, de politiques et même certains économistes nous expliquent qu'en réalité, la poussée inflationniste que nous subissons actuellement proviendrait de ce que l'on appelle la greedflation, c'est-à-dire de la cupidité des entreprises qui sauteraient sur la situation pour gonfler leurs marges en augmentant les prix afin d'accroître leurs bénéfices. D'ailleurs, même le pape François nous explique que la lutte contre la faim exige de dépasser la logique froide du marché, avidement focalisée sur le simple profit économique et la réduction de la nourriture à une marchandise, et de renforcer la logique de solidarité, car les grandes entreprises alimentaires doivent cesser d'imposer des structures de production et de distribution monopolistiques qui gonflent les prix et finissent par priver de pain les affamés. Et l'un des plus gros représentants de ce mode de pensée, ou plutôt de cette accusation en France, est ni plus ni moins que Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, qui, interrogé sur BFM le mois dernier, accusait notamment les industriels de profiter de la période pour accroître indûment leurs marges, et qui expliquait par la même occasion que la moitié des hausses de prix ne sont pas transparentes et sont suspectes. Cette énième chimère s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des soi-disant profiteurs de guerre, comme l'entreprise Total, qui ne paierait pas d'impôts et dont nous avions parlé dans une précédente vidéo. Qu'en est-il réellement? L'inflation est-elle vraiment due à l'avidité et la cupidité des entreprises? Autrement dit, serions-nous en train d'expérimenter cette fameuse greedflation? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Les Vrais Riches. Si en règle générale, durant les périodes de déflation, ce sont les banquiers qui nous sont présentés comme les boucs émissaires, comme étant les responsables de ne pas concéder de nouveaux crédits, provoquant une contraction de l'activité économique, lors des épisodes inflationnistes, les nouveaux boucs émissaires sont les entreprises qui, poussées par l'avarice et la cupidité, font grimper les prix pour maximiser leurs profits, provoquant l'appauvrissement des ménages. Ainsi, la théorie de l'inflation, c'est-à-dire de la hausse généralisée du prix des biens et des services, provoquant une perte de pouvoir d'achat de la monnaie, à cause de la cupidité des entreprises, a d'ores et déjà un nom officiel, la greedflation. Pour faire simple, la greedflation, telle que présentée aux États-Unis, puisque inventée là-bas, serait une pratique mise délibérément en place par les entreprises afin d'augmenter leurs profits, non pas par nécessité, mais par pure cupidité. Autrement dit, ne cherchant pas plus loin, la cupidité serait la principale cause de la hausse des prix et rien à voir avec les politiques fiscales et monétaires que les gouvernements, de concert avec les banques centrales, ont mis en place. L'idée qui fait actuellement son bout de chemin, et sera sans aucun doute de plus en plus mise en avant par certains de nos chers démagogues, est que les entreprises profitent de la situation économique internationale plus que compliquée comme une simple excuse pour augmenter les prix auxquels ils vendent leurs biens, leur permettant par la même occasion d'augmenter leurs marges et donc leurs bénéfices. Pourtant, comme le disait si bien Frédéric Bastiat dans son livre « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas », dans la sphère économique, un acte, une habitude, une institution, une loi n'engendre pas seulement un effet, mais une série d'effets. De ces effets, le premier seul est immédiat, il se manifeste simultanément avec sa cause, on le voit. Les autres ne se déroulent que successivement, on ne les voit pas, heureux si on les prévoit. Entre un mauvais et un bon économiste, voici toute la différence. L'un s'en tient à l'effet visible, l'autre tient compte de l'effet qu'on voit et de ceux qu'il faut prévoir. En ce sens, blâmer les entreprises pour leur cupidité et les rendre responsables de l'inflation est non seulement difficilement défendable, et en plus pose plusieurs problèmes. La question qu'il convient donc de se poser est pourquoi dans certains pays l'inflation augmente moins que dans d'autres, et pourquoi les niveaux d'inflation sont plus ou moins élevés selon les périodes de l'histoire étudiées. En ce sens, il est possible d'adopter une analyse spatio-temporelle.
Tout d'abord et premièrement, en ce qui concerne la cupidité dans l'espace, actuellement, l'un des pays qui connaît un des taux d'inflation les plus élevés au monde est notamment le Soudan, puisque la hausse est de près de 25%. Dans le même temps, un de ses pays voisins, pourtant bien plus riche, l'Égypte, affiche un taux d'inflation de près de 14%. Selon la théorie de la Greedflation, ce simple constat que les entreprises du Soudan sont parmi les plus avides d'argent au monde et bien plus que les entreprises égyptiennes. C'est donc à se demander pourquoi dans leur désir illimité de profit, les entreprises soudanaises ne cherchent pas à augmenter leurs profits en Égypte afin de profiter du manque de cupidité des entreprises de ce pays qui se trouve pourtant collé au sien. Ensuite, deuxièmement, concernant la cupidité temporelle, dans la mesure où, durant de nombreuses années, l'on nous répétait à longueur de journée que le problème était la déflation, dans un tel cas de figure, nous devrions donc supposer que pendant toutes ces années de stabilité des prix, les entreprises étaient devenues temporairement généreuses, plus altruistes et ne souhaitaient pas gagner de l'argent en maximisant leurs profits et en augmentant les prix autant que possible. Soudainement, à partir de 2021, les entreprises se sont toutes mises d'accord qu'à partir du milieu de l'année 2021, elles allaient devenir un petit peu plus gourmandes et commencer à augmenter les prix. Si leur objectif durant ces 10 dernières années n'était pas de faire fortune, désormais, et depuis maintenant 1 an, elles souhaitent, une bonne fois pour toutes, enfin gagner de l'argent, révélant au grand jour leur vraie nature cupide et peu généreuse en augmentant les prix. Cette explication est évidemment plus qu'absurde, puisqu'elle reviendrait également à considérer les travailleurs comme des personnes cupides en réclamant des hausses de salaire afin de ne pas perdre en pouvoir d'achat durant les périodes inflationnistes. Or, évidemment, tant les entreprises que les salariés souhaitent gagner de l'argent, ou du moins de ne pas en perdre, et comme l'avait compris Adam Smith, auteur que les partisans de cette théorie n'ont vraisemblablement jamais dû lire de leur vie, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. La cupidité des entreprises semble donc être une explication ad hoc pour détourner l'attention des véritables causes profondes de l'inflation. En effet, pour qu'une entreprise augmente ses bénéfices, il ne suffit pas de décréter du jour au lendemain qu'elle va augmenter les prix en échange des biens vendus, pour la simple et bonne raison qu'avec un montant de dépenses fixe, si les prix augmentent, cela signifie que les revenus disponibles des ménages, après avoir acheté les biens dont les prix ont augmenté, sera réduit. Or, si le revenu disponible des ménages est réduit, les dépenses devront diminuer, et donc le reste des entreprises qui souhaitaient également augmenter le prix de leurs marchandises ne parviendront pas à les vendre. Si nous dépensons plus pour acheter certains biens, c'est que derrière, nous dépensons nécessairement moins pour l'achat d'autres biens, sauf si, et seulement si, le montant des dépenses de l'économie dans son ensemble ont également augmenté. Ainsi, pour mieux comprendre les causes profondes de l'inflation et l'absurdité de cette théorie, quoi de mieux qu'un exemple ? Dans la mesure où les revenus des uns sont les dépenses des autres, imaginons une économie où le montant des dépenses totales des consommateurs est de 100 €, et au sein de cette économie, il y a une entreprise qui produit 10 unités d'un bien qui se vend à un prix de 10 €. Autrement dit, 10 unités pour 10 € nous donne un total de 100 € de revenus, ce qui correspond bien aux dépenses totales des consommateurs de 100 € également. Supposons que l'entreprise veuille augmenter ses profits et décide d'augmenter les prix de vente de ses biens à 20 €, alors que, dans le même temps, les consommateurs n'augmentent pas leurs dépenses globales, c'est-à-dire qu'ils continuent de dépenser 100 € au sein de cette économie au lieu des 200 € nécessaires pour acheter la totalité de la production vendue. Dans un tel cas de figure, si l'entreprise a mis en vente 10 unités d'un produit à 20 € l'unité, mais que les consommateurs ne dépensent qu'un montant total de 100 € au lieu de 200, alors les prix de manière agrégée ne pourront pas augmenter car les consommateurs ne pourront acheter que 5 produits à 20 € l'unité, les 5 restants seront invendus puisque les consommateurs n'auront pas la possibilité de dépenser plus pour acheter les 5 produits restants. En ce sens, si l'entreprise souhaite vendre la totalité de ses marchandises, elle n'aura pas d'autre choix que de réaliser un arbitrage et augmenter le prix de certaines marchandises et baisser le prix d'autres marchandises. Par exemple, monter le prix de 5 marchandises à 15 € et baisser le prix de 5 autres à 5 € pour rester sur un montant global de dépenses de 100 € de la part des consommateurs. En ce sens, dans la mesure où le revenu total des entreprises est déterminé par les dépenses globales des agents économiques, si cette dépense globale n'a pas augmenté et reste la même, alors les prix ne pourront pas augmenter. Ce que nous observerons, c'est tout au plus des changements de prix relatifs, c'est-à-dire que tandis que les prix de certaines marchandises vont augmenter, les prix d'autres marchandises vont baisser. Ce seront des changements relatifs dans les prix, mais non pas dans le niveau général des prix.
Ainsi, on peut donc clairement dire que l'inflation est en fait la conséquence directe de l'évolution des dépenses globales au sein de l'économie. Si les dépenses globales augmentent beaucoup plus que l'offre de biens a augmenté, les prix augmenteront. Si les dépenses globales augmentent au même rythme que l'offre, les prix resteront stables. Et finalement, si les dépenses globales augmentent moins que l'offre de biens, les prix auront tendance à baisser. Du coup, arrivé à ce stade, on peut légitimement se demander de quoi dépend l'évolution de cette dépense globale. Si pour de nombreuses personnes, la dépense globale dépend uniquement du montant d'argent imprimé par la banque centrale, cela relève en réalité d'une vision extrêmement réductrice des dynamiques qui expliquent l'évolution des dépenses globales. En effet, ces dernières peuvent très bien augmenter sans même que la banque centrale n'imprime une seule unité supplémentaire de monnaie. Par exemple, si le système bancaire privé accorde plus de crédit aux individus afin qu'ils dépensent plus et que, dans le même temps, ces individus sont prêts à emprunter plus pour dépenser plus, alors les dépenses globales peuvent augmenter sans que la Banque centrale n'ait besoin de modifier sa politique monétaire. Pour autant, le fait que la politique monétaire ne soit pas le seul déterminant de l'évolution des dépenses globales ne signifie évidemment pas que la politique monétaire n'influence pas le montant des dépenses. En effet, la politique monétaire, de concert avec la politique budgétaire, peut affecter la hausse des prix de trois manières différentes. Premièrement, une politique monétaire expansionniste, comme celle qui a été développée à partir de 2020 pendant la pandémie, permet au système bancaire d'accorder plus facilement des crédits. Il facilite donc le financement du système bancaire qui devient plus généreux lorsqu'il s'agit d'accorder des prêts aux ménages et aux entreprises, et si plus de crédits leur sont accordés, afin que ces deux agents économiques augmentent leurs dépenses, alors, effectivement, le montant des dépenses globales augmente. Deuxièmement, les politiques budgétaires expansionnistes ont pour vocation d'augmenter les revenus des citoyens. Or, si l'État transfère plus d'argent au secteur privé, soit parce qu'il remet un chèque aux ménages, soit parce qu'il achète des marchandises que les entreprises vendent, les revenus des ménages et des entreprises vont augmenter, et si ces derniers ont plus de revenus, leurs dépenses pourront également augmenter. C'est en fait le fameux multiplicateur keynésien, même si les entreprises et les ménages dépensent le même pourcentage de leurs revenus que par le passé, mais que leur revenu est plus élevé aujourd'hui que par le passé, le même pourcentage sur une base plus élevée suppose finalement un montant des dépenses absolues plus élevé. Finalement, si la politique monétaire expansionniste et la politique budgétaire expansionniste génèrent une augmentation des dépenses globales au-dessus de la production, ce qui, par conséquent, déclenche l'inflation, il peut y avoir un effet supplémentaire qui alimente encore plus l'inflation et qui découle en partie des deux manipulations précédentes. Si les prix commencent à monter, les agents économiques pourraient être plus enclins à dépenser davantage aujourd'hui au lieu d'attendre de dépenser plus tard, puisque s'ils attendent pour dépenser, les prix seront plus élevés, ce qui supposera une perte de pouvoir d'achat. Ils peuvent donc choisir d'anticiper leurs dépenses afin de se protéger contre l'inflation. Le problème, c'est que si de nombreuses personnes anticipent leurs futurs achats, un grand nombre de dépenses vont se canaliser dans le présent et par conséquent, les prix augmenteront encore plus. De plus, dans la mesure où, en période inflationniste, la monnaie perd en pouvoir d'achat, emprunter devient extrêmement intéressant puisque l'on rembourse un montant fixe avec de l'argent qui perd de la valeur, la dette se dilue. Dans une telle situation, les individus peuvent donc choisir de recourir au crédit afin d'anticiper également leurs futurs achats, ce qui exerce une pression supplémentaire à la hausse sur les prix. Or, étant donné qu'au cours des 2 dernières années, nous avons connu l'un des épisodes de politique monétaire et budgétaire les plus expansionnistes de toute l'histoire de l'humanité, politique budgétaire et politique monétaire ayant contribué à l'envolée de l'inflation, le montant des dépenses globales devrait clairement démontrer que les démagogues, notamment les gouvernements, qui accusent les entreprises d'être responsables de l'inflation, sont en réalité en grande partie eux-mêmes responsables de la hausse des prix. Le problème, c'est que cette vision partielle de l'économie, qui consiste à croire que monnaie est synonyme de richesse, pourtant également réfutée par Adam Smith il y a de cela plus de 2 siècles, ne peut que mener au désastre qui nous touche actuellement. L'on a beau augmenter la quantité de monnaie ou favoriser les dépenses budgétaires, sans une augmentation conjointe de la production, seule et unique vraie richesse au sein d'une nation, alors ce ne peut être que l'effet inverse qui sera constaté, c'est-à-dire un appauvrissement des citoyens. Compte tenu de ce que l'on vient de voir, et après avoir compris à quel point la thèse de la greedflation est plus que bancale, il est possible de vérifier rapidement si cette croyance est malgré tout étayée dans la pratique. De manière très synthétique, comptablement, le produit intérieur brut correspond à la valeur ajoutée brute créée au sein de l'économie, qui est ensuite distribuée aux différents facteurs de production. Autrement dit, le PIB vise à mesurer la richesse créée au sein d'un pays,
et au cours d'une période donnée, et cette création de richesse peut être calculée selon 3 approches différentes qui mènent toutes au même résultat, que sont l'approche par la production, l'approche par les dépenses et l'approche par les revenus. Selon l'approche par les revenus, le PIB représente la somme de la rémunération des salariés, des bénéfices des entreprises et des impôts sur la production. En ce sens, plus les dépenses au sein d'une économie sont élevées, et plus le PIB nominal le sera aussi. Si dans le même temps, la production n'augmente pas autant, cela signifie tout simplement que la différence est due à une augmentation des prix, d'où l'augmentation de l'inflation. J'ai déjà eu l'occasion, au cours d'une précédente vidéo, d'expliquer à quel point la contribution des profits des entreprises était faible selon l'approche des revenus. En ce sens, il est également possible de se focaliser sur la marge nette des entreprises composant l'indice américain SP500 selon leur secteur d'activité. Comme on peut le voir, hormis le secteur de l'énergie, la marge des entreprises de la totalité des secteurs est plus faible aujourd'hui qu'il y a un an. Autrement dit, aujourd'hui, alors que l'inflation se trouve à des niveaux historiquement élevés, la marge des entreprises se contracte, à l'opposé de ce que prétend pourtant la thèse de la greedflation. En outre, hormis le secteur de l'immobilier directement impacté par la concession de crédit, celui du secteur énergétique dont on connaît l'état plus que déplorable, ou encore celui des matériaux de construction largement impactés par les ruptures des chaînes d'approvisionnement, dans leur globalité, les marges sont aujourd'hui relativement similaires à la moyenne qui prévalait ces 5 dernières années, alors même que l'inflation se trouvait au plus bas. Finalement, si l'on se base à nouveau sur le PIB avec l'approche des revenus et que l'on compare les bénéfices réels des entreprises, c'est-à-dire ajustés à l'inflation et après impôt par rapport au PIB réel également, on observe que les profits sont aujourd'hui un petit peu plus élevés qu'au cours du 19e siècle, bien que relativement similaires à ceux qui prévalaient en 2012 par exemple, alors même que l'inflation se trouvait à des niveaux bien plus bas que les chiffres actuels. Toujours est-il que, dans la mesure où le taux d'imposition effectif a diminué aux États-Unis, comme on peut le voir avec la courbe orange, il est nécessaire de prendre en compte les profits avant impôt afin de mieux se représenter la réalité. Or, si l'on ajuste les bénéfices, on se rend compte que les entreprises affichent des niveaux de profit similaires à avant, alors même que l'inflation explose actuellement. C'est en tout cas pour cette raison que, en France, le Sénat est venu réfuter cette croyance de la greedflation au travers d'un rapport publié le mois dernier, expliquant qu'il semble ne pas y avoir de phénomène massif de hausse suspecte, comme avancé dans le débat public, c'est-à-dire des tentatives généralisées de la part des industriels de profiter d'un effet d'aubaine. Aucun acteur entendu, pas même les distributeurs ayant fait part de leurs doutes, n'a été finalement en mesure de prouver le contraire. Et toi, que penses-tu de cette nouvelle théorie de la greedflation ? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo, comme tu le sais, nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne, et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe Discord, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.